Jimmy Page, légende vivante du rock, aura 81 ans le 9 janvier 2025. Malgré l'absence de nouvel album depuis 1988, le magazine Forbes vient de le sacrer plus grand guitariste de rock de tous les temps. Pendant 5 décennies, il a jalousement gardé un secret, un mystère que ses compagnons de groupe n'ont jamais évoqué et que ses managers ont enterré. Mais aujourd'hui, à l'approche de ses 81 ans et n'ayant plus rien à perdre, Jimmy Page a enfin levé le voile. Ce qu'il vient de révéler a secoué le monde entier de la musique. Et une fois que vous l'aurez entendu, vous n'écouterez plus jamais Led Zeppelin de la même manière. Bienvenue sur l'Écho des Stars pour une immersion profonde dans l'héritage d'un génie. Le 9 janvier 2025, Jimmy Page fêtera ses 81 ans. Au cours de sa carrière, il a été nommé officier de l'Ordre de l'Empire britannique pour son œuvre caritative au Brésil, a reçu un Grammy Lifetime Achievement Award avec Led Zeppelin et a obtenu des doctorats honorifiques de l'Université de Surrey et du Berklee College of Music de Boston. En 2010, il a été distingué par un prix des Nations Unies pour la paix et en décembre 2012, le président Obama l'a honoré au Kennedy Center. Il est même devenu citoyen d'honneur de Rio de Janeiro. Le magazine Forbes a d'ailleurs désigné Led Zeppelin comme le plus grand groupe de rock de tous les temps, avec Page comme architecte principal de leur son. Dans les murs de la Tower House, Page a passé 50 ans à assembler une archive monumentale. Elle contient les bandes maîtresses originales des sessions d'enregistrement de Led Zeppelin, des instruments de chaque période de sa carrière, des œuvres d'art originales, des documents, des photographies et une quantité impressionnante de matériel inédit dont l'étendue réelle n'est connue que de lui. En 2024, ses comptes officiels sur les réseaux sociaux ont évoqué l'album Coverdale Page de 1993, laissant entendre une possible réédition augmentée incluant un titre jusqu'alors inconnu, Saccharine. Son collaborateur, David Coverdale, avait déjà mentionné un coffret du même album dès 2018, sans que cela ne se concrétise jamais. Il n'est pas encore clair si cela représente un nouveau projet créatif ou une simple impulsion archivistique. Il avait déclaré au magazine Classic Rock en 2020 « Je ne suis jamais sans rien faire, et je ne suis jamais sans faire quelque chose qui va surprendre les gens, sans la moindre once de vague. » Dans la même interview, il a abordé la question des regrets. Les regrets peuvent se transformer en ressentiment, et j'essaie de ne pas en cultiver. Ce que j'ai appris, c'est que si vous rencontrez un obstacle, je peux trouver de nombreuses façons de le contourner. Et que ce soit musicalement ou non, je pense qu'il est bon de pouvoir penser de manière plus positive que négative. Son histoire familiale s'étend sur 6 décennies et plusieurs pays. Sa fille Scarlett Page, née en 1971 de la mannequin française Charlotte Martin, est devenue photographe professionnelle. Son fils James Patrick Page III est né en avril 1988 de sa première épouse, Patricia, une mannequin qu'il a rencontrée alors qu'elle travaillait comme serveuse à la Nouvelle-Orléans pendant la tournée américaine de son groupe The Firm. Ils se sont mariés en décembre 1986 et ont divorcé en 1995. Ses 2 filles, Zofia Jade et Ashen Josanne, sont nées de sa seconde épouse, Jimena Gomez Paracha, qu'il a rencontrée lors de la tournée No Quarter en 1994. Jimena a fondé l'Action for Brazil's Children Trust en 1998, l'œuvre caritative qui a valu à Page son OBE. Et puis il y a Scarlett Sabet, qui a 35 ans et partage la vie de Page depuis près d'une décennie au sein de la Tower House. Elle partage le même prénom que sa fille aînée, une coïncidence que les tabloïds ont maintes fois soulignée. Dans une interview accordée au magazine Tatler en 2020, assise dans la même maison que Page a refusé de vendre à David Bowie, Sabet a décrit l'écart d'âge. C'est drôle, car sur le papier, il y a une énorme différence. Mais quand il est devant moi, ce n'est pas quelque chose que je ressens. Ce n'est pas quelque chose qui nous empêche d'être heureux. Page est sobre depuis plusieurs années, et Sabet ne voit pas cela comme une contrainte, mais comme une valeur partagée. L'homme qui, autrefois, consommait des substances à une échelle qui aurait dû mettre fin à des carrières et des vies, prépare désormais des repas dans une cuisine de Holland Park
et fait rire sa compagne plus que quiconque. Son héritage n'a pas besoin de plus pour être complet. Led Zeppelin IV, à lui seul, s'est vendu à plus de 37 millions d'exemplaires. Un groupe qui s'est dissous en décembre 1980 surpasse encore la majorité des artistes actifs d'aujourd'hui. L'homme qui a conçu chaque aspect de cette machine, des sons de guitare à la pochette des albums, des symboles occultes gravés dans le vinyle au label discographique, jusqu'au pourcentage de tournées qui ont redéfini les règles de l'industrie, est vivant, sobre, productif et vit dans la plus extraordinaire des maisons à Holland Park, entouré de tout ce qu'il a jamais créé et, à toutes les indications, n'a pas encore fini d'en créer. Bob Spitz, qui a passé des années à écrire la biographie la plus détaillée jamais publiée sur Led Zeppelin, a conclu que ce que Page avait bâti n'était pas seulement de la musique, mais une méthode. Et les méthodes, contrairement aux carrières, ne s'arrêtent pas simplement. Mais rien de tout cela n'a de sens si l'on ne sait pas où tout a commencé. Et cela a commencé dans une maison du Surrey en 1956, avec une guitare abandonnée que personne n'a réclamée, et un garçon de 12 ans qui a décidé, très discrètement, qu'elle lui appartenait. Un garçon, une guitare et un destin. Voici quelque chose dont presque personne ne parle lorsqu'il est question de Jimmy Page. Actuellement, Jimmy Page vit dans un manoir gothique victorien à Holland Park, Londres, qu'il a acheté en 1972, spécifiquement parce que David Bowie le voulait, et que Jimmy Page a tout simplement refusé de lui céder. Il a surenchéri sur Bowie, il a gagné, il s'y est installé. Et il vit dans cette maison avec ses plafonds peints médiévaux, ses vitraux et ses murs tapissés de bandes maîtresses originales de Led Zeppelin, depuis lors. La maison s'appelle la Tower House. Elle a été conçue en 1875 par l'architecte victorien William Burgess, qui l'a construite comme un monument à ses propres obsessions. Chaque pièce est un monde différent. Les plafonds sont peints en or. Les cheminées sont sculptées de figures mythologiques. Des vitraux si complexes ont nécessité des années de travail artisanal pour être achevés. Et au cœur de toute cette extraordinaire architecture victorienne, Jimmy Page est resté tranquillement assis pendant plus de 50 ans, entretenant une archive et réalisant des choses dont le monde n'entend, pour la plupart, jamais parler. L'une de ces choses a commencé fin 2013. Page s'est rendu à la librairie World's End, sur King's Road, à Chelsea, et a assisté à une lecture de poésie. La poétesse était une jeune femme nommée Scarlett Sabet. Elle avait 24 ans, d'origine iranienne et écossaise-française, et venait de publier à compte d'auteur son premier recueil de poèmes. Page était assis dans le public et la regardait se produire. Il a décrit ce qui s'est passé dans une interview ultérieure au magazine Interview, déclarant, et ce sont ses mots exacts, « Tout le lieu s'est tu. » Après la lecture, il a attendu. Il l'a approché. Ils sont d'abord devenus amis. En août 2014, ils ont commencé une relation. Lorsque les tabloïds l'ont découvert en janvier 2015, la réaction fut presque comiquement prévisible. Chaque journal britannique a calculé l'écart d'âge. Il avait 71 ans, elle en avait 25. La couverture médiatique fut si intense que Page a dû engager une sécurité privée pour accompagner Sabet à son travail au Chelsea Arts Club. Dans une interview de 2020 avec le magazine Tatler, menée à l'intérieur même de la Tower House, Sabet a décrit ce moment. « À l'époque, c'était très inconfortable. J'avais l'impression que ma vie allait s'arrêter. J'éprouvais une telle honte pour toute cette histoire. Et pourtant, la relation ne s'est pas effondrée sous le poids de la tension. Elle s'est approfondie. En 2019, Page avait produit un album de spoken word pour Sabet, enregistré dans le studio en sous-sol de la Tower House, intitulé Catalyst. Dans la même interview de Tatler, Sabet a offert une description de Page qui n'est apparue dans presque aucune couverture médiatique de lui depuis 5 décennies. Elle a dit « Il n'est pas seulement mon partenaire, c'est mon meilleur ami et la personne qui me fait le plus rire. Il ne boit pas. Il a vu toutes les facettes de cette pièce. Il a perdu ses meilleurs amis. Et maintenant,
L'homme que le monde pense connaître par cœur vit tranquillement dans son extraordinaire maison de Holland Park. Pas de grande réception, ses enfants lui rendent visite. Leur vie, de la vie générale, est étonnamment ordinaire et sincèrement heureuse. Mais pour comprendre pourquoi Forbes a fait ce choix, et pour saisir toute la portée de ce que Jimmy Page a réellement construit, il faut remonter à une maison du Surrey en 1956, à une guitare abandonnée que personne n'est venu réclamer, et à un garçon de 12 ans qui a décidé, très discrètement, qu'elle lui appartenait. La guitare était une acoustique de style campfire, avec un trou rond, le genre que les adolescents utilisaient pour la musique skiffle. Elle avait été laissée dans la maison où la famille Page avait emménagé sur Miles Road à Epsom, Surrey. Personne n'est venu la chercher. Personne n'a expliqué pourquoi elle était là. James Patrick Page, né le 9 janvier 1944 à Heston, Middlesex, l'a ramassée. Il ne la poserait plus jamais de sa vie. Ce qui est important de comprendre sur la façon dont Jimmy Page a appris à jouer, c'est qu'il l'a fait presque entièrement seul. Il a pris quelques leçons à Kingston, mais a immédiatement rejeté l'instruction formelle. Il a plus tard déclaré au magazine Guitar Player « Je m'ennuyais, alors j'ai appris en écoutant des disques. C'est devenu un voyage très personnel pour moi. » Les disques qu'il écoutait étaient remarquables pour un écolier du Surrey au milieu des années 1950. Scotty Moore, le guitariste des sessions Sun Records d'Elvis Presley, que Page a plus tard qualifié de monumental, Cliff Gallup, qui jouait pour Gene Vincent and his Blue Caps, Elmore James et B.B. King, profondément ancrés dans la tradition du blues américain, et Lonnie Donegan, le pionnier britannique du skiffle, dont l'approche percussive brute a frappé Page comme un choc électrique et lui a fait croire qu'il pouvait réellement faire de la musique. En 1957, à l'âge de 13 ans, Page est apparu sur BBC One dans une émission intitulée All Your Own. Son groupe de skiffle a interprété Mama Don't Want to Skiffle Anymore et une reprise de Lead Belly. Lorsque l'animateur a demandé au jeune garçon ce qu'il voulait faire de sa vie, Page a répondu qu'il voulait faire de la recherche biologique pour trouver un remède contre le cancer, puis a ajouté avec une sincérité complète qu'il n'était pas sûr d'avoir assez de cervelle pour cela. 3 ans plus tard, il a quitté l'école à 15 ans après une confrontation avec le directeur adjoint de l'école qui avait été ouvertement cinglant quant à ses ambitions musicales. Il est parti avec 4 O-Levels, certificat d'études britanniques, et n'a jamais regardé en arrière. À la Yewtree County Secondary School, un élève légèrement plus âgé nommé Rod Wyatt avait enseigné à Page ses premiers accords. Avec un 3e garçon nommé Pete Calvert, le groupe s'entraînait chez Jimmy. Page apportait sa guitare à l'école tous les jours. Les professeurs la confisquaient pendant les cours et la lui rendaient à la fin des leçons. Page attendait cette cloche comme un homme attend la fin d'une sentence. L'adolescent qui a quitté l'école avec une guitare et 4 O-Levels était sur le point de faire un détour par la maladie et l'école d'art qui, entièrement par accident, allait le transformer en le guitariste de session le plus enregistré de l'histoire de la musique populaire britannique. Après avoir quitté l'école, Page a rejoint le groupe de tournée de Neil Christian, The Crusaders, jouant des reprises de Chuck Berry et Jerry Lee Lewis à travers l'Angleterre. Le rythme était épuisant. Après près de 2 ans de voyages constants et de mauvais hébergements, son corps a complètement cédé. Il a contracté la mononucléose, le genre qui revient tous les 2 mois et épuise une personne jusqu'à l'effondrement. Il a arrêté les tournées et s'est inscrit au Sutton Art College dans le Surrey pour récupérer. Page a continué à jouer malgré sa maladie, et le jeudi soir, il se produisait avec le groupe d'entr'acte au Marquee Club sur Oxford Street à Londres. Nuit après nuit, il se tenait dans la même pièce que Jeff Beck, Eric Clapton et Ginger Baker. Tous jeunes, tous affamés, tous en compétition pour savoir qui jouerait quoi. Page fut remarqué. Un homme nommé John Gibb a assisté à l'une de ses performances et lui a demandé d'enregistrer. Peu après, Mike Leander de Decca Records lui a offert un travail régulier en studio. Sa première session Decca,
enregistré le 2 janvier 1963, était un morceau intitulé Diamonds de Jet Harris et Tony Meehan. Il a atteint la première place des charts britanniques en quelques semaines. Page avait 19 ans. Ce qui a suivi fut l'une des carrières parallèles les plus remarquables de l'histoire du rock. Un jeune homme jouant sur les disques qui définissait une génération tout en restant presque entièrement non crédité. Dans les studios, il était connu sous le nom de Lil Jim P, pour le distinguer de Big Jim Sullivan, l'autre guitariste session dominant de l'époque. Ensemble, ils formaient un système d'assurance guitare pour toute l'industrie musicale londonienne. Si vous aviez besoin d'un guitariste, vous appeliez l'un d'eux. La liste des enregistrements sur lesquels Page est apparu entre 1963 et 1966 est presque impossible à appréhender. Il a joué de la guitare rythmique sur le premier single de The Who, I Can't Explain. Il a joué de la guitare acoustique 12 cordes sur 2 titres du premier album des Kinks. Il est apparu sur As Tears Go By de Marianne Faithfull. Il est apparu sous l'arrangement orchestral de John Barry sur Goldfinger de Shirley Bassey pour le film de James Bond. Il a participé à des sessions pour Donovan, Joe Cocker, les premiers enregistrements des Manish Boys de David Bowie, Petula Clark, Tom Jones et Cliff Richard. Une estimation de l'industrie place Page sur environ 60% de tous les enregistrements qui ont atteint le top 10 britannique entre 1963 et 1965. Quelqu'un se souvient. Je me souviens qu'il avait une réputation presque avant que je ne devienne professionnel. Je pense qu'il était le plus jeune musicien de session jusqu'à mon arrivée. Nous étions toujours très heureux de nous voir sur les sessions, car cela signifiait que nous avions une section rythmique jeune et branchée. Mon travail en session était inestimable. À un moment donné, je jouais au moins 3 sessions par jour, 6 jours par semaine, et je savais rarement à l'avance ce que j'allais jouer. J'ai finalement arrêté après avoir commencé à recevoir des appels pour faire du musac. J'ai décidé que je ne pouvais plus vivre cette vie. Une semaine après qu'il ait démissionné, The Yardbirds l'ont appelé. Il avait passé 5 ans à être le musicien le plus important dont personne n'avait entendu parler. Ce qui allait suivre allait faire en sorte que personne ne puisse plus jamais l'ignorer. Eric Clapton a quitté The Yardbirds en 1964. Page fut le premier contacté, mais il refusa par loyauté envers Clapton. Lorsque Clapton est officiellement parti en 1965 et que le poste fut offert à Page une seconde fois, il refusa à nouveau et recommanda son ami d'enfance, Jeff Beck. Page observait de l'extérieur, apprenait, attendait. Puis, en 1966, une session d'enregistrement à Londres changea tout définitivement. Page, Beck, John Paul Jones à la basse, Keith Moon à la batterie et Nicky Hopkins au piano entrèrent dans les Advision Sound Studios en mai 1966 et enregistrèrent un morceau intitulé Beck's Bolero, écrit par Page. La session a déclenché une conversation sérieuse sur la formation d'un supergroupe avec Page, Beck, Moon et John Entwistle de The Who. Il leur fallait un chanteur. Des obstacles contractuels ont empêché le projet d'avancer. Mais quelque chose d'important fut dit lors de la conversation sur la faisabilité du projet. Keith Moon a suggéré que le projet ferait un bid, comme un lead balloon, un ballon de plomb. La version de John Entwistle était plus spécifique, like a Led Zeppelin. L'expression est restée dans l'esprit de Page. Page a officiellement rejoint The Yardbirds en 1966, remplaçant Paul Samuel Smith, puis passant à la double guitare solo aux côtés de Beck. Pendant quelques mois, le groupe les a tous les deux comptés, ce qui est depuis devenu l'un des « si » les plus discutés de l'histoire du rock. Beck est parti en octobre 1966. Page est devenu le seul guitariste solo. Leur album de 1967, Little Games, a échoué commercialement, mais leurs performances live sont devenues tout autre chose.
longue, expérimentale, de plus en plus improvisée. Page a poussé le set live sur un territoire que les enregistrements studio n'avaient jamais touché, utilisant un archet de violoncelle frotté sur les cordes de guitare électrique pour produire des textures que personne dans le rock n'avait tenté auparavant. Ces performances furent le fondement direct de ce que Led Zeppelin deviendrait sur scène. Lorsque Dreja et McCarthy sont partis en 1968, Page s'est retrouvé avec le nom du groupe, des dates de tournée inachevées et une vision claire. Son premier choix pour le chanteur fut Terry Reid, qui a décliné car il venait de signer un contrat solo. Reid a fait une recommandation qui reste l'une des suggestions les plus lourdes de conséquences dans l'histoire du rock. Il a dit à Page de trouver un jeune chanteur dans les Midlands nommé Robert Plant. Page a retrouvé Plant lors d'une performance dans un collège de formation d'enseignants à Walsall le 20 juillet 1968, où Plant était à la tête d'un groupe devant un public presque inexistant. Le chanteur était impossible à ignorer dès le premier instant. Après le spectacle, Page a simplement dit à Plant « Je pense que nous devrions nous réunir. Si vous êtes intéressé, venez passer du temps chez moi. » Plant a recruté John Bonham, son ami des Midlands. Bonham était vraiment difficile à convaincre et avait de nombreuses autres offres sur la table. Sa femme Pat aurait été sceptique quant à la capacité de Plant à tenir ses promesses, ce qui a rendu le recrutement plus compliqué que Page ne l'avait prévu. Page a vu Bonham jouer en direct lors d'un concert de Tim Rose le 31 juillet 1968 et a décrit sa réaction dans les termes les plus simples possibles. « Je n'avais jamais vu personne comme Bonzo. C'était ça. Je savais qu'il allait être parfait. » John Paul Jones a complété la formation en contactant Page directement, incité par sa femme, qui avait repéré un article de journal sur les plans de Page. Jones gagnait très bien sa vie sur le circuit des sessions, mais n'y prenait plus aucun plaisir, et a dit à Page qu'il était disponible si Page avait besoin d'un bassiste. Page a dit oui sans hésitation. Les 4 hommes ont joué ensemble pour la première fois dans une pièce sous un magasin de disques sur Gerrard Street à Londres en août 1968. Le manager Peter Grant a changé l'orthographe de Lead Zeppelin en Led Zeppelin pour empêcher les DJ radio de mal le prononcer. En décembre 1968, ils jouaient leur première date aux États-Unis. La machine était en marche. 4 musiciens s'étaient trouvés dans un sous-sol de Soho en une seule après-midi et allaient construire le groupe de rock le plus dominant commercialement que le monde ait jamais vu. Mais l'empire que Jimmy Page a construit allait exiger quelque chose de chaque personne en son sein et finirait par prendre la seule chose qui ne pouvait être remplacée. La domination commerciale de Led Zeppelin n'était pas accidentelle. Elle était architecturée. Les 9 albums studio ont atteint le top 10 du classement Billboard aux États-Unis. 6 ont atteint la première place. 8 albums consécutifs ont atteint la première place au Royaume-Uni. Ils ont vendu entre 200 et 300 millions de disques dans le monde entier. 5 albums ont obtenu la certification diamant, parmi les désignations les plus rares de l'histoire de l'enregistrement. Led Zeppelin 4, à lui seul, s'est vendu à plus de 37 millions d'exemplaires. Stairway to Heaven n'a jamais été publié en tant que single commercial et est pourtant devenu la chanson la plus demandée et la plus jouée à la radio rock américaine tout au long des années 1970. Ahmet Ertegun, le président d'Atlantic Records, qui les a signés et observés pendant des décennies de la distance la plus proche possible, a finalement dit ceci à propos de Page. Il est le moins conventionnel, le plus personnel. Il a développé un style magique et distinctif. En 1974, au sommet absolu de leur puissance commerciale, Led Zeppelin a lancé son propre label, Swan Song Records. Il a donné au groupe un contrôle créatif et financier total sur tout. Leurs sorties, leurs œuvres d'art, leur calendrier de sortie et les artistes qu'ils choisissaient de signer. Le manager Peter Grant avait négocié un accord de tournée selon lequel Led Zeppelin recevait 90% des recettes des concerts, un chiffre si supérieur à la norme de l'industrie
qu'il a définitivement redistribué l'équilibre des pouvoirs entre artistes et promoteurs dans toute l'industrie musicale. La machine qu'ils ont construite était totale. Je ne le regrette pas du tout, car quand j'avais besoin d'être vraiment concentré, j'étais vraiment concentré. Les albums Presence et In Through the Outdoor n'ont été enregistrés qu'en 3 semaines. C'est vraiment quelque chose. Il faut être au top, a déclaré Page au magazine Q en 2003 à propos de sa consommation de substances pendant cette période, avec la clarté directe qui ne vient que de la survie à une épreuve complète. En 1977, alors que le groupe jouait dans des stades à travers l'Amérique, le fils de 5 ans de Robert Plant, Carac, est décédé subitement chez lui en Angleterre. Les dates de tournée restantes ont été annulées immédiatement. Led Zeppelin n'est pas remonté sur scène avant 2 ans. Plant n'a jamais été tout à fait la même personne après cet été-là. Je ne pouvais même pas regarder ma guitare, car elle faisait partie intégrante du groupe. J'avais fait une déclaration si importante en faisant partie d'un groupe comme Zeppelin. C'est le meilleur de mon jeu et on ne pourrait jamais éclipser cela. Le 25 septembre 1980, John Bonham a été retrouvé mort dans la maison louée par Page à Windsor, Berkshire. Il avait consommé l'équivalent d'environ 40 doses de vodka en une seule journée. Son corps s'est asphyxié pendant son sommeil. Il avait 32 ans. Page a décrit les conséquences au magazine People. « Je ne pouvais même pas regarder ma guitare, car elle faisait partie intégrante du groupe. J'avais fait une déclaration si importante en faisant partie d'un groupe comme Zeppelin. C'est le meilleur de mon jeu, et on ne pourrait jamais éclipser cela. » Led Zeppelin s'est officiellement dissous en décembre 1980. L'Empire avait disparu. Ce qui restait était l'homme qui l'avait construit et une vie privée que le monde allait examiner plus durement que tout ce qu'il avait affronté auparavant. Page n'a pas joué en public pendant environ 2 ans après la mort de Bonham. Pour comprendre tout le poids de ce qu'il a porté pendant toutes ces années publiques, il faut comprendre quelque chose qu'il n'a presque jamais abordé ouvertement. Page a découvert Aleister Crowley à l'âge de 15 ans, lisant seul chez lui dans le Surrey. Sa réaction n'a pas été de la perturbation, mais de l'illumination. En 1970, il avait ouvert sa propre librairie occulte sur Kensington High Street et acheté Boleskine House sur la rive sud du Loch Ness, un manoir des Highlands en ruine que Crowley lui-même avait acheté en 1899 pour mener une opération magique cérémonielle de 6 mois. Crowley est parti avant de la terminer. Les démons qu'il avait invoqués n'avaient jamais été correctement renvoyés. L'histoire de la maison était déjà sombre avant l'arrivée de Crowley. Elle se trouvait au-dessus des ruines d'une église qui, selon la tradition locale, avait brûlé jusqu'au sol pendant un service, tuant toute la congrégation à l'intérieur. Un ancien propriétaire s'était tiré une balle dans ce qui est devenu la chambre de Crowley. Le gardien nommé par Page a rapporté des objets se déplaçant, des portes claquant sans raison, et un invité qui s'est réveillé en hurlant qu'il avait été attaqué dans son sommeil. Un homme a été décapité là-bas, et parfois, on peut entendre sa tête rouler. Bien sûr, après Crowley, il y a eu des automutilations, des gens emmenés dans des hôpitaux psychiatriques. Page a livré cette description au magazine Rolling Stone en 1975, avec un calme impassible caractéristique, d'un ton qui rendait impossible de savoir s'il avertissait l'intervieweur ou se contentait de rapporter des faits. Le 4e album de Led Zeppelin, sorti en 1971, sans titre et sans nom d'artiste sur la pochette, contenait l'acte d'encodage occulte le plus délibéré de Page. Identifié uniquement par 4 symboles, le symbole propre à Page, qu'il appelait Zoso, provenait d'un grimoire alchimique de 1557, où il représentait la planète Saturne. L'image de la pochette intérieure, d'un vieil homme courbé sous un lourd fardeau, était une réinterprétation de la carte de l'ermite du tarot, choisie personnellement par Page. Chaque détail était une instruction pour ceux qui savaient la lire. La controverse la plus sérieuse et la plus durable de la vie de Page concerne une jeune Américaine nommée Laurie Maddox.
Dans de multiples interviews publiées, Maddox a décrit avoir 14 ans lorsqu'un membre de la direction de Led Zeppelin l'a amené dans la suite d'hôtel de Page à Los Angeles. Page avait 28 ans. La relation a duré environ 1 an. Il s'est efforcé de la garder privée. Page n'a jamais abordé publiquement cet épisode directement. Le mouvement MeToo a ravivé l'attention sur cette affaire à partir de 2017, et son silence sur la question a été interprété de manière très différente par diverses personnes. Page a formé The Firm avec Paul Rogers de Bad Company. Leur premier album de 1985 a atteint la 17e place du classement Billboard et a été certifié or aux États-Unis. La tension centrale de sa carrière post-Zeppelin est restée sa relation avec Robert Plant. Leur émission spéciale MTV Unplugged de 1994 a enregistré les audiences les plus élevées du réseau. L'album de 1998, Walking into Clarksdale, a remporté le Grammy de la meilleure performance hard rock. John Paul Jones, exclu de la réunion sans explication, a fait connaître ses sentiments lors de son intronisation au Rock and Roll Hall of Fame en 1995. Merci mes amis de vous être enfin souvenus de mon numéro de téléphone. L'événement marquant de la vie publique de Page après Zeppelin fut le concert de réunion du 27 décembre 2007 à l'O2 Arena de Londres. Organisé en hommage à Ahmet Ertegun, décédé en 2006, Led Zeppelin s'est produit avec Jason Bonham à la batterie. La demande de billets a généré 20 millions de requêtes pour environ 18 000 places disponibles, un record mondial pour un événement musical unique qui tient toujours. Le concert a été filmé et publié sous le titre Celebration Day, remportant le Grammy du meilleur album rock en 2013. En coulisses, Page a insisté pour une tournée mondiale complète. Plant a refusé. Ce fut la dernière fois qu'ils se produisirent ensemble en tant que Led Zeppelin. Cette seule nuit en dit long sur l'héritage de Jimmy Page. Il ne courait pas après la nostalgie, ni après l'argent. Il voulait prouver une dernière fois que ce qu'ils avaient construit ensemble restait la chose la plus puissante dans n'importe quelle pièce sur Terre. Les 18 000 personnes qui ont eu la chance d'entrer dans cette arène ce soir-là passeront le reste de leur vie à raconter qu'elles y étaient. 20 millions d'autres se demanderont toujours ce que cela aurait fait. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et dites-nous ce que, selon vous, cet homme a encore à offrir au monde.